Bonjour, aujourd'hui, section 4.2, la trajectoire d'une particule dans un champ magnétique. Aujourd'hui, on va voir, même si on l'a vu dans la vidéo précédente, que la particule, quand on la met dans un champ magnétique et qu'elle se déplace, elle se met à tourner, on va voir comment, à quelle vitesse, sur quel rayon, puis qu'est-ce qui arrive si elle n'est pas vraiment perpendiculaire. Donc, comment se déplace une particule dans un champ magnétique. Alors, comme on a dit, la particule qui est en mouvement dans un champ magnétique va subir une force, c'est ça qu'on a calculé à la section précédente, et cette force-là, elle est centripète. Ce qui signifie que si elle est en train de se déplacer, comme on le voit dans le schéma ici, là, la particule est en train de se déplacer vers la gauche dans un champ magnétique qui est orienté comme sortant de l'écran, mais elle va subir une force, dans ce cas-ci, vers le haut. On peut le faire avec la règle à main droite pour le vérifier. Donc, de V vers B, ça va nous donner notre force par en haut. Utilisez votre main droite. Et là, on a la particule qui est ici, qui va se mettre à tourner parce qu'elle subit une force vers le haut. Donc, elle va tranquillement tourner par là. Et la force, elle va rester perpendiculaire au vecteur vitesse. Et donc, quand la particule va être rendue un petit peu plus loin, je m'excuse, j'ai juste tourné l'image, c'est un peu absurde, mais c'est pas grave. Donc quand la particule est rendue un petit peu plus loin, la force elle est toujours vers le centre, et plus la particule avance, plus son mouvement devient courbe, enfin, ça fait une courbe tout le long, et la force est toujours vers le centre, et donc au bout de la ligne, elle va juste tourner en rond. Si la force est constante, si la vitesse est constante et que le champ magnétique est constant, bien, le cercle va avoir un rayon constant, tout simplement. Donc la force est toujours perpendiculaire au vecteur vitesse et aussi toujours perpendiculaire au champ magnétique qui ici est dans la troisième dimension là, selon l'axe Z. Alors imaginons un exemple. Un électron qui est dans un champ magnétique uniforme de 3 fois 10 à la moins 4 Tesla et qui a une vitesse perpendiculaire au champ de 2 fois 10 à la 6 mètres par seconde. On vous demande de déterminer la valeur du rayon de la trajectoire, fait que la particule va tourner en rond sur un cercle de rayon R qu'on va chercher, et la période et la fréquence, c'est-à-dire le temps que ça lui prend pour faire un tour, puis combien de tours la particule va faire à chaque seconde. Premièrement, donc comme ma force magnétique, c'est une force radiale, ben c'est égal à la masse fois l'accélération radiale ou l'accélération centripète, c'est la même chose. Donc l'accélération centripète, on a vu ça dans le cours de mécanique, c'est V au carré sur R. Puis ma force magnétique, en module ici, on va juste l'écrire comme étant QVB fois le sinus de l'angle entre la vitesse et le champ magnétique, donc entre mes deux vecteurs. Ou ici, l'angle, c'est 90 degrés parce que dans ma question, c'était écrit que l'angle, que la vitesse et le champ magnétique étaient perpendiculaires. Donc, θ vaut 90 tout simplement. Alors, je vais isoler R dans l'équation qui est ici. Donc, j'ai V de chaque côté, je peux en enlever un de chaque barre. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester MV sur Q fois B. Sin de 90, ça fait 1, donc ça va juste, on ne va pas l'écrire. Et donc, j'obtiens cette équation-ci, MV sur QB. Cette équation-là n'est pas sur la feuille de formule. Donc, si vous en avez besoin, vous devez la retrouver à partir de la force égale à ma. Où A, c'est l'accélération centripète, puis où F, c'est la force magnétique. Donc, avec les chiffres qu'on nous a donnés dans la question, on va obtenir un rayon de 0,03796, c'est-à-dire à peu près 3,8 cm de rayon pour le cercle sur lequel la particule va tourner. Combien de temps ça va lui prendre de faire un tour? Quelle est la période? Bien, la période, c'est... on peut partir de l'équation qui dit que si la particule tourne en rond à une vitesse constante, bien, elle va faire une distance, elle va parcourir, va faire un parcours 2πr en un intervalle de temps t qu'on appelle la période. Donc ici c'est taux majuscule en fait, donc 2πr sur la période. Si j'isole taux, c'est 2πr sur v. J'ai le rayon, j'ai la vitesse, et donc je suis capable de trouver combien de temps ça prend. Et là c'est normal que ce soit vraiment rapide. La particule va prendre 1,193 fois 10 moins 7 secondes pour faire un tour. On peut calculer à partir de cette valeur-là la fréquence, puisque la fréquence, c'est juste l'inverse de la période. Si ça lui prend 1,193 fois 10 moins 7 secondes de faire un tour, ça veut dire qu'elle va faire, donc 1 sur la période, 8,38 fois 10 à la 6 tours par seconde. Puis des tours par seconde, c'est des hertz, c'est la même chose. Donc, on va se servir de l'unité hertz ici pour la fréquence, comme on devrait toujours le faire, mais si on écrit tours par seconde, on s'entend que ça veut dire la même affaire. Évidemment,
le vecteur vitesse et le vecteur champ magnétique ne sont pas toujours perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Ce qu'on sait, c'est que la force est toujours perpendiculaire à la vitesse, puis la force est toujours perpendiculaire au champ. Mais la vitesse et le champ, eux, peuvent ne pas être perpendiculaires. Qu'est-ce qui arrive s'il y a un angle entre le vecteur vitesse, qu'on voit ici, et le vecteur champ magnétique? Donc, vous avez le cercle que ferait la particule si la vitesse était vraiment perpendiculaire. Donc ça, c'est mon vecteur vitesse perpendiculaire. Mais parce que la vitesse a un certain angle, donc là, il est comme monté, je ne sais pas, je suis capable de mettre ça dans le bon angle, en tout cas, comme il est monté par rapport au plan, donc ça, le vecteur vitesse, donc il y a un certain angle, ça veut dire que l'angle entre V et B, c'est pas 90 degrés. Ici, c'est une valeur inférieure à 90. Donc la particule, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va réellement se mettre à monter en même temps qu'elle tourne. On dit qu'elle va faire un mouvement hélicoïdal. C'est-à-dire que la particule, si elle avait un vecteur vitesse perpendiculaire au champ, elle tournerait, mais parce qu'il y a une composante de la vitesse qui est parallèle au champ, ce que la particule fait, c'est qu'elle tourne en montant, ce qu'on appelle le mouvement d'hélice ou hélicoïdal. Donc, ce qu'on va voir, c'est que maintenant, V étant pas perpendiculaire à B, l'angle θ ne vaut pas 90 degrés, et le V fois sinus θ, on va l'appeler V perpendiculaire, la composante de la vitesse qui est perpendiculaire au champ. C'est celle qui fait que la particule tourne. Parce que si la vitesse était parallèle au champ magnétique, la particule elle ferait juste aller en ligne droite, il n'y aurait même pas de force magnétique, puis elle ne tournerait pas en rond. Donc, parce qu'il y a une composante perpendiculaire, il y a un mouvement de rotation, et la particule va tourner sur elle-même. Pendant que la particule fait un tour sur elle-même, elle va aussi faire un mouvement de translation, et la distance que la particule va parcourir en hauteur, donc parallèlement au champ magnétique, ça pourrait être dans le sens du champ ou dans le sens opposé, là, ça dépend évidemment de la vitesse initiale, mais la distance qu'elle parcourt parallèlement au champ magnétique, on va l'appeler D, c'est-à-dire le pas de l'hélice. Le pas de l'hélice, on va le calculer comme étant tout simplement la vitesse parallèle multipliée par la période. Pourquoi? Bien, la vitesse parallèle, c'est la composante du vecteur vitesse qui est parallèle au champ. Donc, si on regarde dans le schéma ici, c'est V fois cosinus θ, le côté adjacent à l'angle. Et là, ça, c'est la vitesse dans le sens de l'axe Y, ici, ou dans le sens du champ magnétique. Et ce qu'on veut savoir, c'est combien de temps ça va lui prendre de passer de ce point-là à ce point-là. Et le temps que ça prend, ben, c'est une période. C'est le temps que ça prend pour faire un tour. Donc, la vitesse parallèle multiplié par le temps que ça prend pour faire un tour, ça me donne la distance parcourue, c'est-à-dire le pas de l'hélice. Alors, V parallèle, c'est la composante de la vitesse qui cause la translation, alors que V perpendiculaire, c'est la composante de la vitesse qui cause la rotation. Si on fait un petit exercice avec ça, on va prendre la situation 2, donc à la page 350, dans laquelle on a un électron qui est ici, et il est dans un champ magnétique orienté en Y, donc de 3 fois 10 à la moins 4 Tesla. Et le vecteur vitesse, initialement, il est orienté avec une composante en X puis une composante en Y, donc il est orienté ici vers l'axe X positif et vers l'axe Y positif. L'angle entre la vitesse et le champ magnétique est de 60 degrés, initialement. Ben, ça va rester comme ça. Donc, oui, on va chercher à déterminer c'est quoi le rayon, c'est quoi le pas de l'hélice. Alors, première étape, on va décomposer le vecteur vitesse pour trouver la composante perpendiculaire puis la composante parallèle. Donc, la composante perpendiculaire, c'est tout simplement V fois sinus de l'angle, qui est le côté opposé, donc cette partie-là, côté opposé à l'angle θ, et la composante parallèle, c'est V fois cosinus de l'angle, qui est le côté adjacent à l'angle θ qui est ici. Donc, on va obtenir tout simplement 1 fois 10 à la 6 et 1,73 fois 10 à la 6. Ce qui nous donne tout simplement la vitesse parallèle, celle qui cause le mouvement de translation, et la vitesse perpendiculaire, celle qui cause le mouvement de rotation. Alors, si on veut savoir c'est quoi le rayon du cercle que va parcourir la particule, ce dont j'ai besoin, c'est la composante perpendiculaire, celle qui crée le mouvement circulaire. Et donc, je repars avec la même équation, ma force magnétique, QVB, qui égale la masse fois l'accélération centripète, soit m fois v carré sur r. Donc, la vitesse, dans ce cas-là, celle qui crée le mouvement de rotation, celle qui crée la force magnétique, c'est la vitesse perpendiculaire, c'est celle que je retrouve des deux côtés de l'équation.
C'est la seule composante qui intervient dans le mouvement circulaire. Donc, je décris V perpendiculaire de chaque côté. Encore une fois, je peux en enlever un de chaque bord. Il en reste un. Il reste M fois V sur R, qui est égal à Q fois B. Donc, j'isole R. R égale MV sur QB, mais V perpendiculaire. Donc, 1,73 fois 10 à la 6. Ce qui va me donner un rayon de 0,0328 mètres. On veut déterminer la période. La période, encore une fois, c'est la période de rotation, et donc le temps que ça prend pour faire un tour. Encore une fois, la vitesse qui intervient, c'est la vitesse perpendiculaire, soit 1,73 fois 10 à la 6. Donc, 2 fois pi fois r sur la vitesse perpendiculaire, on va obtenir une période de 1,19 fois 10 moins 7 secondes. Si on veut déterminer le pas de l'hélice, la distance que parcourt la particule dans le sens du champ magnétique pendant qu'elle fait un tour, bien, on va se servir de la vitesse parallèle, donc 1 fois 10 à la 6, multiplié par la période qu'on vient de trouver ici, ce qui va nous donner 11,9 cm, 0,119 mètres. Donc la particule, pendant qu'elle fait un tour, elle va monter de 11,9 cm. On va regarder deux instruments qui utilisent ce principe-là, qui utilisent le principe du champ magnétique et du fait que les particules tournent dans les champs magnétiques. Le premier qu'on va regarder, c'est le cyclotron, qui est un petit accélérateur de particules. Des accélérateurs de particules, il y en a plein, il y en a des très très gros, il y en a des gigantesques, il y en a qui mesurent des kilomètres, et c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Donc là, on parle d'un petit accélérateur de particules, je dirais un accélérateur de particules de salon si ça veut pas l'air weird. Donc, il y a des universités qui vont juste avoir ça dans leur sous-sol pour créer des petites particules radioactives pour toutes sortes de raisons. Donc, un petit accélérateur de particules, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un appareil qui est formé de deux portions. Donc, les deux portions ici, qu'on appelle généralement les 2D, parce que c'est un peu la forme d'un D majuscule. Et tout ça, c'est sous vide. On s'entend qu'évidemment, si on lance des particules dans des régions où il y a déjà plein d'autres particules, mais tout ce que ça va faire, c'est des collisions, puis on n'accélérera pas nécessairement la particule qu'on veut accélérer. Donc, tout ça, c'est sous vide. On va relâcher ici une toute petite particule. Ça pourrait être un proton, ça pourrait être un électron, ça pourrait être un ion, ça pourrait être toutes sortes de choses. Avec une certaine vitesse, une petite vitesse au début, on fait juste la pousser. Et là, qu'est-ce qui va se produire? Bien, elle entre dans le champ magnétique. Donc, tout ça, c'est à l'intérieur d'un champ magnétique constant. Donc, elle entre dans le champ magnétique, elle subit une force magnétique, elle va tourner, elle va faire un demi-tour, et quand elle va arriver entre les deux dés, elle va entrer dans une zone où il y a une différence de potentiel. Donc, on va s'arranger pour que la différence de potentiel soit placée de façon à ce que la particule accélère. Donc, elle aille plus vite, rendue l'autre bord. Comment on fait ça? Bien, il faut que la particule perde de l'énergie potentielle. Si elle perd de l'énergie potentielle, elle va gagner de l'énergie cinétique, puis elle va aller plus vite. Alors, c'est ça l'objectif. Donc, on place le potentiel de façon à ce que la particule, en passant d'un côté à l'autre, perde de l'énergie potentielle. Quand elle arrive de l'autre côté, elle va plus vite. Puis, qu'est-ce qui arrive quand elle va plus vite? Bien, le rayon est plus grand. Et là, la particule va faire un demi-tour qui va être sur un rayon plus grand. En fait, le rayon et la vitesse sont proportionnels. Donc, vitesse plus grande, rayon plus grand. Qu'est-ce qui arrive quand elle arrive ici? Bien, la particule revient dans la zone où il y a une différence de potentiel. Là, si on laisse la même différence de potentiel qu'on avait au début, tantôt on a gagné de l'énergie cinétique en traversant parce qu'on a perdu de l'énergie potentielle. Si je laisse le même delta V, il va m'arriver ici le phénomène inverse. Si je m'en vais dans l'autre sens, je vais perdre d'énergie cinétique parce que je vais gagner de l'énergie potentielle. Évidemment, ça ne sert à rien de faire ça. Donc, ce qu'on veut, c'est que quand la particule arrive ici, que la différence de potentiel se soit inversée. Que le côté plus et le côté moins changent de bord. C'est quoi ça, un potentiel qui change de bord? C'est un mouvement sinusoïdal. Je veux qu'on gagne de l'énergie cinétique quand on arrive ici. Donc, je veux qu'on gagne de l'énergie. Je veux qu'on perde de l'énergie potentielle en arrivant ici. Puis en arrivant là, je veux aussi perdre de l'énergie potentielle. Fait qu'il faut que la différence de potentiel se soit inversée. En arrivant ici, la particule va encore accélérer et elle va faire un cercle encore plus grand. Et la différence de potentiel va être à nouveau inversée. Et là, elle va réaccélérer dans cette zone-là. Puis à chaque demi-tour, elle va aller de plus en plus vite. Jusqu'à ce qu'elle atteigne le rayon maximal et qu'elle ressorte de l'accélérateur de particules. Donc, pour faire ça, ben, on va utiliser
une différence de potentiel sinusoïdale, variable. Et quand la particule arrive ici, on est, par exemple, au maximum du potentiel qui est là. À cet instant-là, la différence de potentiel, le voltage qu'on applique sur les deux côtés, va être à son maximum, mais d'un côté. Donc, de façon à ce que la particule perde de l'énergie potentielle. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Bien, la particule fait un demi-tour, puis quand elle arrive ici, on doit être ici dans la courbe. Donc, la différence de potentiel doit avoir diminué, être tombée à zéro, être rendue dans les négatifs, à un maximum, mais dans l'autre sens, de façon à ce que la particule subisse le même effet, c'est-à-dire perdre de l'énergie potentielle et gagne de l'énergie cinétique. On va faire un demi-tour, elle va arriver en haut ici, et là, on revient ici. Donc, mon rayon change chaque demi-tour. Ce qui est important, comme le rayon puis la vitesse sont proportionnels, si ma vitesse est plus grande, mon rayon est plus grand, mais le temps que ça prend pour faire un tour ou un demi-tour reste toujours le même. Et donc, le temps que ça prend pour faire un demi-tour, c'est la moitié d'une période. Donc, le temps que ça prend pour passer d'un maximum de mon potentiel au maximum, mais dans l'autre sens. Ensuite, une demi-période plus tard, donc un demi-tour plus tard, je suis revenu au maximum dans le sens initial, puis une demi-période plus tard, je suis revenu au maximum, mais dans l'autre sens. Et donc, le temps que ça prend pour faire un aller-retour, c'est la période qu'on doit mettre sur ma source de tension alternative pour avoir toujours le maximum et toujours du bon côté au moment où la particule arrive. Dans les gros accélérateurs de particules, on ne peut pas vraiment faire ça, ou pas aussi simplement, parce que vous allez apprendre dans le cours d'ondes et physique moderne que les particules, quand elles vont vraiment vite, quand elles s'approchent de la vitesse de la lumière, elles se comportent comme si leur masse devenait plus grande. Puis si leur masse devient plus grande, ça veut dire que ça ne leur prend plus le même temps pour faire un demi-tour. Puis là, il faut tenir compte de cette variation-là aussi. Donc ça, c'est un effet relativiste. On n'embarque pas là-dedans aujourd'hui, mais sachez que ça existe. Donc, dans les accélérateurs de particules qui sont plus gros, ben, c'est plus compliqué. Donc, si on prend un exercice pour l'essayer, donc supposons qu'on a un proton qu'on va lancer dans un accélérateur de particules et dont le rayon maximal est 10 cm. Fait que là, j'ai un beau petit accélérateur de particules gros de même, là, qui a 10 cm de rayon, et dans lequel il y a un champ magnétique de 0,5 Tesla. On vous demande de déterminer quelle va être la vitesse de la particule quand elle va sortir. Et la période de variation de la source de tension, qui est évidemment la période de rotation de la particule dans l'accélérateur ou dans ce champ magnétique-là. Alors, comment on fait ça? Ben, premièrement, je repars avec mon équation. On s'entend qu'ici, il n'y a pas d'angle, que l'angle entre la vitesse et le champ magnétique, c'est 90 degrés. Il n'y a pas d'affaire avec des angles autres dans un accélérateur de particules. Mon accélérateur de particules n'a pas une épaisseur infinie. Donc, c'est vraiment juste un objet qui pourrait avoir une épaisseur fixe. Puis la particule, elle tourne en rond dans l'accélérateur. Donc, QVB fois sinus 90 égale mv carré sur R, donc ma force magnétique qui est égale à m fois A centripète. Et cette fois-ci, c'est V que je vais isoler. Donc, j'en ai un de chaque barre, puis une fois que je l'ai annulé, je vais garder le V qui est là, il va me rester QBR sur M. Donc, pourquoi je mets le rayon de 10 cm? Parce qu'évidemment, la particule, elle va de plus en plus vite à mesure que son rayon augmente, mais nous, on veut savoir la vitesse à la sortie. Et donc, la vitesse quand le rayon est au maximum, 10 cm. Mon champ magnétique, ma charge élémentaire, vu que c'est un proton, la masse du proton, on obtient une vitesse 4,79 fois 10 à la 6 mètres par seconde. C'est quoi la période? Mais la période, c'est 2πr sur V, et quand le rayon vaut 0,1 mètre, la vitesse, c'est ce qu'on vient de calculer ici, ce qui va nous donner une période de 1,31 fois 10-7 secondes. Et oui, c'est normal d'avoir des périodes aussi petites avec des particules qui se déplacent à ces vitesses-là. Deuxième appareil, le spectromètre de masse. Bon, les spectromètres de masse, maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. La plupart des spectromètres de masse sont beaucoup plus sophistiqués et utilisent des méthodes différentes, mais les premiers spectromètres de masse fonctionnaient sur cette méthode-là que je vais vous montrer. Et c'est intéressant parce que ça nous permet de voir comment, initialement, on a pu séparer des différents ions du même, différents isotopes du même élément. C'est ce qu'on va regarder. Dans un spectromètre de masse, il y a deux parties. Il y a la première partie ici qu'on va appeler le sélecteur de vitesse et le spectromètre de masse comme tel, c'est la partie qui est là. Dans chacune des deux parties, il y a un champ magnétique, mais c'est pas obligé d'être le même, puis il n'est pas obligé d'être dans le même sens.
dans la partie du sélecteur de vitesse, on va avoir deux plaques qui vont créer un champ électrique. Et il y a le champ magnétique qui est ici, qui va, lui, créer un champ magnétique. Quand la particule sort du sélecteur de vitesse, elle entre dans le spectromètre de masse, où il y a seulement un champ magnétique, et la particule va se mettre en mouvement de rotation, elle va tourner. Donc, on va regarder d'abord le sélecteur de vitesse, comment ça fonctionne. Mais ma particule qui est ici, elle s'en vient vers la droite, elle subit une force électrique. Dans ce cas-ci, c'est une particule positive, là, dans mon exemple. Donc, la particule subit une force électrique vers le bas, dans le sens du champ. Et parce que c'est une particule qui se déplace vers la droite, avec un champ magnétique qui est vers l'intérieur, ce qu'on va voir, c'est qu'elle va subir une force magnétique vers le haut. Et si ces deux forces-là sont de même grandeur, la particule va continuer en ligne droite. Si la force magnétique est égale à la force électrique, donc si QVB égale Q fois E, la particule va en ligne droite, c'est-à-dire que la particule qui a une vitesse V, dans les Q s'annulent de chaque côté, donc si V est égal à E sur B, la particule ne va pas dévier. Si la particule va plus lentement que la vitesse V que je trouve ici, qu'est-ce qui va arriver? Si la particule va plus lentement, ça ne change rien à sa force électrique, mais sa force magnétique va être plus petite. Fait que ce que ça va faire, c'est que la particule qui va plus lentement que ça, elle va dévier et elle va venir frapper la plaque du bas. Si la particule va trop vite, qu'est-ce qui va arriver? Encore une fois, ça ne change rien à sa force électrique, mais ça change sa force magnétique qui va devenir plus grande. Alors, si la particule va trop vite, elle va dévier et elle va venir frapper ici ou en haut, ou peu importe. Seules les particules qui ont la bonne vitesse vont ressortir du sélecteur de vitesse. Le sélecteur de vitesse, il ne donne pas la vitesse, il sélectionne les particules qui ont juste la bonne vitesse. Une fois qu'elles sortent de là, elles entrent dans cette région-ci, donc elles arrivent avec une vitesse V que je connais, qui dépend du champ électrique et du champ magnétique du sélecteur de vitesse. Et là, parce qu'elles entrent dans un champ magnétique avec une vitesse V, elles vont subir une nouvelle force magnétique qui est probablement pas du tout la même que celle dans le sélecteur de vitesse, et elles vont, cette fois-ci, tourner, parce qu'il n'y a pas de force électrique pour compenser. Alors, elles vont faire un demi-cercle et venir frapper un écran. Donc ça ici, initialement, c'était des plaques photographiques, et éventuellement, c'est devenu des détecteurs CCD, des Coupled Charge Device, c'est juste un appareil qui détecte l'arrivée d'une particule. Donc c'est plus informatisé, puis évidemment, il y a des affaires plus technologiques maintenant qui existent. Mais là, on reste dans cette vieille technologie-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bien, une particule qui va avoir une certaine masse va faire un demi-tour qui dépend de sa masse. Donc, le rayon dépend de sa masse. Puis une particule qui aura une masse différente va faire un demi-tour plus grand parce que son rayon va être plus grand. Donc, la distance parcourue ici, c'est le diamètre, c'est-à-dire 2 fois le rayon. Donc, supposons que mes deux particules qui sont ici sont en fait deux ions de carbone, deux isotopes de carbone. Ils sont ionisés aussi parce que sinon ça ne marche pas. Donc, deux particules de carbone, une de carbone 12, une de carbone 14, et elles sont ionisées une fois, c'est-à-dire qu'on leur a enlevé un électron, parce que si elles sont neutres, ben elles vont juste continuer en ligne droite. Il n'y aura pas de force magnétique ni de force électrique sur les particules qui ne sont pas chargées. Donc, pour simplifier notre calcul ici, on va considérer que la masse d'un atome de carbone 12, c'est 12 fois la masse du proton, c'est une approximation, alors que le carbone 14, lui, a une masse d'à peu près 14 fois la masse du proton. On vous donne les grandeurs des champs électriques et champs magnétiques dans le sélecteur de vitesse et la grandeur du champ magnétique dans le spectromètre de masse. Qu'est-ce que ça fait? Bon, premièrement, on va déterminer c'est quoi la vitesse à la sortie en faisant tout simplement champ électrique du sélecteur sur champ magnétique du sélecteur, donc 500 sur 0,002, ce qui nous donne une vitesse à la sortie du sélecteur de vitesse et donc à l'entrée du spectromètre de masse de 2,5 fois 10 à la 5 mètres par seconde. Bon, comme on connaît la vitesse, on connaît la masse, on connaît la charge, puis on connaît le champ magnétique, on peut déterminer ça va être quoi le rayon de rotation de chacune de mes deux particules, de mes deux isotopes de carbone. Donc, pour le carbone 12, ça va me donner un rayon de 78,28 cm. Et donc la distance ici, le diamètre, c'est juste 2R, fait que je l'ai appelé diamètre 12. Ça fait un peu drôle, mais le diamètre parcouru par
mon atome, mon isotope de carbone 12, ben, c'est 2 fois son rayon, soit environ 1,5656 mètres. Ici, comme on va faire une soustraction tantôt, ça serait bien de garder plusieurs chiffres significatifs. Pour le carbone 14, je fais le même calcul, j'utilise la même équation qu'on a vue précédemment pour trouver c'est quoi son rayon. Donc, on obtient ici 0,9133 mètres. Donc, ça, c'est le rayon du cercle que la particule va faire. Puis, quand elle va avoir fait un demi-tour, elle va avoir parcouru une distance qui correspond à son diamètre, qui est 2 fois le rayon, donc 1,8266 mètres. La question qu'on voulait vous poser ici, c'est de déterminer la distance entre le point ou les points où vont frapper les deux particules. Donc, la particule de carbone 12 va frapper ici, la particule de carbone 14 va frapper ici. Elles sont distantes de combien? Mais c'est la différence entre les deux diamètres. Donc, la particule de carbone 12 fait 2 fois son rayon en distance, le 2R qui est en vert ici, alors que la particule de carbone 14, elle va faire 2 fois son rayon pour arriver ici, ce qui va nous donner une différence entre les deux. Donc, on va juste faire cette valeur-là moins celle-là, ce qui va nous donner 26,1 cm, 0,261 mètres entre les deux. Donc, on peut séparer de cette façon-là des atomes de carbone 12 et de carbone 14. Évidemment, séparer deux atomes, ce n'est pas nécessairement super intéressant. Donc, on pourrait imaginer qu'on a beaucoup d'atomes et qu'on cherche à déterminer c'est quoi la proportion de carbone 14 par rapport à la proportion de carbone 12. Et on pourrait se servir de cet appareil-là en projetant tous ces atomes-là pour voir combien de particules arrivent ici et combien arrivent ici. Si on peut les compter, si on a quelque chose d'informatisé, idéalement, pour compter le nombre de particules qui arrivent à chacun, on peut déterminer la proportion de carbone 14 par rapport au carbone 12. Bon, il existe d'autres façons de donner des particules à un spectromètre de masse. On n'est pas obligé d'utiliser un sélecteur de vitesse. On pourrait utiliser juste une différence de potentiel. Prendre des particules ici, les accélérer avec un delta V et donc leur donner une vitesse plus grande à la sortie. Quand elles arrivent ici, ben, elles ont une certaine vitesse V et elles vont tourner. Mais là, il faut faire attention parce que si on fait ça, la vitesse que vont avoir chacune des particules ne sera pas la même parce que la vitesse que donne la différence de potentiel dépend de la masse. Et donc, si j'ai plusieurs particules de masse différentes, bien, elles vont entrer dans le spectromètre de masse avec des vitesses différentes. Donc, il y a un exemple de ce type-là à la situation 5 que vous pouvez regarder dans votre livre. Exercice à faire par vous-même pour que l'électron continue en ligne droite dans le sélecteur de vitesse qui est ici. Quelle doit être l'orientation du champ magnétique? Vraiment juste une petite question de base toute simple pour commencer. Par où va le champ magnétique dans ce sélecteur-là? Une question plus intéressante ou plus complexe. Exercice 4.2.19. Donc on revient au cyclotron. Donc on prend un cyclotron dont les deux dés, les deux parties de chaque côté, ont un rayon de 20 cm. Et on vous dit que les protons vont sortir à 3 × 10 à la 6 mètres par seconde. On vous demande de déterminer c'est quoi le module du champ magnétique et c'est quoi la fréquence de la différence de potentiel. On regarde ça ensemble au prochain cours. Salut!